On est à la Sapinière aux éditions du Sapin, assez heureux de voir enfin aboutir ce projet avec Jean. Et je suppose que lui aussi, vu que ça fait quand même quelques années qu'il y travaille et que c'est toujours très étrange de publier un livre, puisque c'est un être qui est déjà mort en fait, dont il va vous parler. Enfin, mort dans sa tête, peu importe. Jean, ça nous fait d'autant plus plaisir de publier qu'on doit reconnaître qu'on a une certaine pratique politique et esthétique qu'on pourrait résumer comme une pratique de l'amitié. Et que de fait, ici dans l'équipe, on a une amitié profonde pour Jean et ça nous fait très plaisir de pouvoir publier son premier livre. Alors Jean, il n'en est pas à son premier crime artistique. Outre des kirigami dont vous pouvez voir des exemples ici, mais ce n'est pas les plus probants, il a aussi commis une petite bande dessinée sous la forme de fanzine qui s'appelle Dans l'espace, qui est très très sympathique. C'est des pérégrinations d'un mec qui se perd dans l'espace, qui va de rencontre étrange en rencontre étrange, de plantes étranges en plantes étranges, et c'est assez sympa. C'est absolument pas politique, ce qui est une vraie qualité. Mais bon, ce soir, on est là pour vous présenter Valse avec les drones. Donc, Valse avec les drones, c'est l'histoire d'une espèce de métropole immense qui ressemble pas mal à peu près à toutes les métropoles occidentales, avec sa séparation sociale entre les classes, avec son technologie qui amène un espèce de flicage permanent et une paranoïa perpétuelle. Et à l'intérieur de cette espèce de non-vie aseptisée, il se trouve que deux jeunes filles, enfin deux jeunes adolescentes, Léa et Oli, vont décider d'interrompre ce monde infernal. Et donc on suit dans Valse avec les drones cette espèce de pérégrination de ces deux jeunes filles qui souhaitent à un moment remettre un peu de vie dans cette espèce de non-vie générale. Je pense que ça va. Donc on va directement donner la parole à Jean, qui va, plus que vous parler du livre, va faire un exposé, puisque vous vous rendez bien compte, comme tout ce qu'on fait, le livre est un peu un prétexte pour parler de la réalité. Et l'idée, c'est de finir cette présentation qui vous parlera directement d'un réel amer, de finir par une discussion dont on voulait porter la discussion sur le fait à quel point les fictions en fait, finissent par devenir de la réalité, à quel point les fictions nous touchent en tant qu'êtres, mais peut aussi toucher la société et changer la société. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc qu'on peut voir, c'est que souvent la science-fiction a tendance à se réaliser. Et c'est cette question-là qu'on voulait poser avec Jean, qui là maintenant va vous faire l'exposé de tout ça et de ces pistes de réflexion qui ont amené à la construction de ce livre. Voilà. Je vous laisse la parole à Jean et merci à vous. Merci alors. D'abord bonsoir tout le monde. Moi ça me fait super plaisir d'être là, comme Roland l'a dit, enfin sortir Valse. C'est quand même un projet que j'ai commencé il y a 4-5 ans et que j'ai tenu pendant longtemps, donc là on a vraiment un sacré aboutissement. Voilà, je vais en profiter quand même pour remercier les éditions du Sapin pour avoir cru en le projet, avoir suivi. Il y a eu un suivi incroyable, toutes les relectures qu'ils ont fait, les encouragements, et puis je remercie particulièrement Alicia, comme à chaque fois, pour avoir fait un si bel objet. La couverture, les illustrations, tout ça, c'est elle. Un chaleureux merci. Donc voilà, je vais pas trop vous reparler d'un résumé du livre parce que Roland l'a très bien fait. Et je comptais en fait profiter un petit peu de la tribune qui m'est gracieusement offerte ce soir pour expliciter un petit peu les réflexions qui m'ont amené à l'écriture de Valse. Voilà, alors j'écris un petit texte pour ne pas trop me perdre. Installez-vous confortablement. J'espère que voilà, ce sera pas trop long. Faites-moi signe sinon. Donc voilà, je voulais dire un petit peu pourquoi est-ce que j'ai écrit Valse. Et en fait, c'est venu de plusieurs réflexions que je me faisais, donc comme on l'a précisé, sur l'impact de la fiction sur le réel. Et du coup, voilà, je voulais présenter une lutte qui soit à la fois plausible, victorieuse et dans un futur tangible. Donc voilà, je voulais que Valse ne soit pas quelque chose de trop perché. Je voulais faire une fiction qui soit vraiment à même de verser dans le réel, avec notamment un mode opératoire crédible, c'est-à-dire que Oli et Léa vont donc saboter différentes infrastructures clés du réseau de surveillance de la ville et le font d'une manière, je me suis quand même beaucoup renseigné sur un petit peu comment tout ça fonctionnait
Donc on n'est pas sur quelque chose de trop edge. J'avais aussi envie de présenter des héroïnes qui existent vraiment, des héros auxquels on peut s'identifier et qui ne sont pas simplement là pour illustrer une idée, comme je trouve qu'on trouve parfois dans la science-fiction. Les personnages manquent un petit peu de saveur et de relief parce que voilà, ce sont plus des prétextes. Donc voilà, l'idée c'était pas seulement de donner espoir aussi ou de permettre de s'échapper le temps de la lecture. J'avais aussi envie de donner envie, alors pas forcément de réaliser tel quel le scénario de Valse avec les drones, parce que c'est quand même pas rien, je pense qu'il faudrait en discuter un petit peu avant. Mais voilà, en tout cas d'envisager des luttes et des actions qui prennent en compte l'appareil technologique de surveillance de la ville, tel qu'il tend à devenir et même tel qu'il tend, même tel qu'il est déjà. D'ailleurs, l'actualité est assez intéressante là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour les JO de Paris, le gouvernement français vient de voter d'autoriser l'utilisation de la surveillance algorithmique. Et pas seulement pendant les JO, mais aussi avant et après, pendant plusieurs mois. Donc voilà, ça c'est typiquement, dans Valse, il y a énormément ce genre de technologie. Voilà. Alors on peut dire que je m'inscris du coup dans une tradition de la science-fiction qui vise à mettre en garde un petit peu contre les dérives qui peuvent amener à l'utilisation de certaines technologies. Mais voilà, j'essayais je désirais tirer le plus possible la fiction vers le réel. Et pourquoi donc? Alors, les réflexions qui me sont venues, c'est de quelle manière est-ce que la fiction nous influence. Donc la fiction, on s'identifie au personnage, on se projette un peu dans les situations comme si on y était, et au point d'influencer notre vision du monde et sans doute nos actes. Et ça, c'est vrai, je pense, depuis l'invention du premier mythe. Donc voilà, je suis vraiment convaincu que la fiction a un effet puissant, mais par contre, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de comprendre la nature de cet effet. Voilà, et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui échappe souvent aux auteurs de fiction. Donc voilà, cette question de la science-fiction, de la fiction, je voudrais l'aborder par l'angle de la science-fiction. Parce que voilà, c'est de la SF, et puis parce que je pense que ce genre littéraire a un angle d'attaque qui est particulièrement puissant, en tant qu'il parle du futur et permet des métaphores claires. Je pense que notre vision de l'avenir est clairement influencée par la science-fiction. Et ça lui donne une prégnance toute particulière sur nos imaginaires. Surtout que le réel vient souvent confirmer les intuitions des auteurs des science-fiction. Voilà, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le roman Le Neuromancien de William Gibson, qui est sorti en 1984. C'est le premier roman cyberpunk. Le cyberpunk, c'est un sous-genre de la science-fiction qui présente toujours les mêmes thèmes, c'est-à-dire la collusion entre l'homme et la machine, le fait de pouvoir se projeter en esprit sur Internet, etc. Et ce bouquin, il a été écrit alors que Internet n'existait quasiment pas à l'époque, quoi. Voilà, puis bon, il y a plein d'autres exemples. 1984 est sorti alors qu'il n'y avait encore que 4000 télés en France, par exemple. Voilà, donc on peut se demander parfois si certains auteurs de science-fiction n'ont pas des capacités prédictives hallucinantes, tellement ils tombent juste. À moins que ce soit leur vision qui soit si cohérente qu'elle finisse par influencer le monde dans leur sens. Alors évidemment, la réponse, je pense, elle se trouve un peu entre les deux. Et ce serait évidemment trop loin de dire que, par exemple, le Parti communiste chinois s'est inspiré directement de 1984, de George Orwell, pour créer son système de surveillance aujourd'hui. Mais voilà, je pense que l'imaginaire est un peu poreux, et qu'il n'y a pas que les justes qui lisent de la bonne SF de gauche. Voilà. Alors un exemple que j'aime bien prendre pour cette question-là, c'est les œuvres issues de la science-fiction des années 80, qui ont une véritable valeur de mise en garde. Et malgré cette valeur de mise en garde, elles ont nourri l'imaginaire progressiste, alors progressiste dans le sens progrès technologique, on dirait plutôt innovation en fait aujourd'hui, des dirigeants de la Silicon Valley, donc qui font aujourd'hui tant de mal à notre monde, quoi. Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, etc. Ils sont nourris de ces imaginaires. Et ils ne se rendent pas compte une seule seconde qu'ils se rapprochent beaucoup plus des antagonistes des œuvres qu'ils ont lues, desquelles ils s'inspirent. Donc voilà, par exemple, Elon Musk, lui, il est complètement dans le cyberpunk. Il a créé une start-up, Neuralink ça s'appelle, où il crée une interface aux machines. On est vraiment dans le neuromancien, quoi. Donc lui, il l'applique à la lettre.
un peu Zuckerberg et la matrice, c'est la même chose. Jeff Bezos et la conquête spatiale, tout ça. Donc ce sont des thèmes qui habitent la science-fiction, avec une valeur de mise en garde, comme j'ai dit. Et souvent, c'est regarder les mondes dépeints de nos œuvres, comme ils sont terribles, et surtout ne le reproduisez pas. Et pourtant, ces œuvres, malgré cette mise en garde et ces mondes peu alléchants, elles fascinent. Alors, bon, les dirigeants de la Silicon Valley dont j'ai parlé, mais nous aussi. En fait, c'est fou quand on y pense, mais même devant les histoires les plus terribles, parfois on a envie d'y être. Je peux parler aux fans du Seigneur des Anneaux dans la salle aussi, qu'il y en a certains, mais qui n'a pas rêvé de se retrouver aux côtés de Legolas à combattre les orques au gouffre de Helm, quoi. Alors je ne pense pas que c'est une situation idéale, mais t'as envie d'y être. Je sais pas. Et là, je pense qu'on touche à un truc vraiment du pouvoir de la fiction. Voilà. Ah oui, ici je voulais parler aussi, donc à côté de la valeur du manga, c'est important de se rappeler que dans la science-fiction, il y a aussi certains imaginaires qui sont véhiculés et qui pour moi sont plutôt néfastes. Alors par exemple, on retrouve souvent dans la SF un imaginaire un peu élitiste. C'est toujours un élu providentiel qui vient sauver le monde. Et, alors qu'on pourrait tout à fait représenter des actions collectives, par exemple. Ça, c'est beaucoup moins le cas. La colonisation, la colonisation spatiale, quoi, qui pour moi promeut un petit peu une idée de l'humanité champignon, dont la nature est de s'étendre au-delà de ces territoires. Comme si c'était intrinsèque à la nature humaine. Il y a aussi une vision un peu menaçante de l'altérité, l'invasion extraterrestre, comme ça. C'est l'invasion étrangère. Je ne suis pas sûr que ce soit des images qui nous fassent vraiment du bien. Il y a aussi, dernier exemple, le solutionnisme technologique, l'idée selon laquelle la science peut régler tous nos problèmes. C'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans la science-fiction et qui pour moi est un peu un rêve fou qui nous empêcherait d'agir. Voilà. Ah oui. Alors si par exemple, je vous dis Boulevard Anspach 2040, quelle est la première image qui vient à l'esprit? Alors moi du coup, quand j'ai fait l'expérience, c'était assez nul. La première image que je vois, c'est une espèce d'image d'Épinal avec des grands bâtiments blancs en verre, des petites éoliennes, des taxis volants, tout ce que tu veux. Et cette image, on aurait dit quelque chose qui vient d'un cabinet de communication d'un promoteur immobilier en fait. Et c'est pas du tout une image que j'ai envie de voir à venir. Moi je préférerais de loin que Bruxelles, que Boulevard Anspach soit une grande ZAD, qui peut potager au balcon, des choses comme ça. Mais bon voilà, c'est pour dire que la science-fiction nous touche nos imaginaires et que souvent elle est récupérée par le pouvoir et la publicité, etc. L'utopie par exemple, les images un peu utopiques, comme celle que je viens d'écrire, c'est très souvent récupéré. Voilà, alors ici je voulais faire une petite parenthèse. Je parlais donc du pouvoir prédictif des écrivains de science-fiction. Et les grands de notre monde, les grands penseurs, les dirigeants, ils se rendent compte de la puissance de ce pouvoir et on voit aujourd'hui des écrivains de science-fiction qui participent à des think tanks, des colloques. Et voilà, avec des industriels, avec des grands. Il y a même, un peu de postillon, l'armée française a créé un groupe de discussion avec certains auteurs de science-fiction, bon évidemment pas ceux qui sont les plus marqués à gauche, dans l'optique de scénariser des conflits futurs, d'imaginer quels seront les futurs conflits. Et alors évidemment ça avait nourri un peu des débats dans le milieu de la science-fiction, parce que voilà, malgré tout ce que j'ai dit, c'est clair que la science-fiction est plutôt ancrée à gauche, surtout la science-fiction francophone. Et j'ai parlé d'imaginaires un petit peu négatifs qui étaient véhiculés, mais il y a aussi plein d'imaginaires super positifs pour moi. De la révolte, de l'anti-autoritarisme, de l'écologie, Dune par exemple. C'est un roman que certains voient comme écologique. Et c'est quand même sorti un petit bout de temps. Voilà, le féminisme, la question du genre par exemple, est beaucoup abordé par Ursula Le Guin, super autrice, je vous conseille vraiment de lire Les Dépossédés. Voilà, je pourrais faire plein d'exemples là-dessus. Et voilà, ces œuvres-là, je pense vraiment qu'elles ont eu un impact positif
sur notre imaginaire collectif. Un exemple que j'aime bien prendre aussi, c'est le concept de novlangue de 1984. Et ça, c'est voilà, un super concept pour, par exemple, critiquer une communication gouvernementale. Ça marche super bien. Donc, voilà, ça crée des clés d'interprétation, des références communes. Ici, je voulais parler un petit peu aussi de fiction un peu plus contemporaine. Ce que j'ai évoqué juste ici, je pense à Black Mirror, Squid Game, Hunger Game, Dans le Club, etc. Enfin, vous voyez très bien de quoi je parle. Et ces œuvres-là, en fait, elles peuvent aussi véhiculer, bon, avec plus ou moins de brio, mais des imaginaires que je pense positifs, de résistance au totalitarisme, critique du capitalisme, notre inaction face au changement climatique, aux technologies, etc. Mais néanmoins, on voit bien que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle ne verse pas vraiment du côté d'utopie. En fait, c'est comme si c'est le pire de la SF qui avait vu le jour. Du coup, je me pose vraiment la question de l'impact réel de ces œuvres. Alors, pour ce qui est des œuvres récentes, je pense qu'elles sont souvent récupérées par la machine capitaliste, du spectacle en général. En tout cas, par exemple, Squid Game, que je trouve être une bonne série avec un sous-texte assez puissant, etc. De critique justement c'est sur les inégalités de classe et le capitalisme en général. Mais ils sont en train d'en faire une émission de télé-réalité. Vraiment, enfin, ce qui est complètement dingue quand on y pense, c'est de cracher directement sur le message. D'ailleurs, ça se passe très mal, il paraît. Le tournage de la série, il y a des histoires pas possibles. Voilà. Donc voilà, malgré qu'on en parle, qu'on les vive, toutes ces fictions, elles finissent comme par faire partie de l'imaginaire, sans possibilité de verser dans le réel. Et voilà, on peut même pas dire en plus que ces fictions ne font que prêcher des convertis, tant il y a une audience immense en fait. Alors, est-ce que le vecteur capitaliste, du coup, anesthésie ces œuvres juste en les diffusant? Alors, malgré le fait qu'il y ait parfois une véritable liberté de ton qui soit accordée aux auteurs. Voilà. Ou bien, est-ce que c'est notre désir qui a déjà été assouvi? Pourquoi se lever pour le rendre réel? Au final, est-ce que ces œuvres ne viennent pas simplement combler notre désir de s'échapper de notre réalité, qui est caractérisée par un futur plutôt incertain? Au fond, vivre quelque chose en pensée, via la fiction, est-ce que c'est pas déjà tellement puissant qu'on n'a plus besoin de réellement le vivre? Voilà, est-ce que ce serait pas d'ailleurs quelque chose que les producteurs, par exemple, ont compris? Et l'explication de pourquoi est-ce qu'on est gavé de fiction apocalyptique ou engagée sont véhiculées par le système qui sont la cible de la critique de ces œuvres. Voilà. Est-ce qu'au final, toutes les fictions qui prédisent le futur ne finissent-elles pas par participer à son caractère inéluctable? Quand on parle de futur ou de fin du monde, les images qui nous viennent en tête sont issues de la science-fiction. Il y a par exemple la guerre de tous contre tous, qui est souvent dépeinte dans les films hollywoodiens, qui pour moi n'est vraiment qu'une façon très libertarienne en fait d'imaginer la survie, c'est-à-dire moi, éventuellement ma famille contre le monde. Voilà. Est-ce que ces visions finissent pas par nous sembler logiques, inéluctables et du coup même un petit peu confortables? Voilà, donc vous avez vu jusqu'ici que j'ai quand même un constat qui est plutôt amer sur cette question de l'impact de la fiction. Alors je force peut-être parfois un petit peu le trait, mais globalement c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive, que je suis arrivé à ces conclusions? Alors je suis pas le seul à me poser ce genre de questions. On est vraiment dans une époque qu'on pourrait qualifier de postmoderniste, dans le sens où une époque qui est caractérisée par beaucoup de réflexions sur soi, sur les tenants et aboutissants de tout, et y compris des œuvres artistiques. Il suffit de voir par exemple le nombre d'œuvres méta qui sortent pour l'instant, donc ce sont des œuvres qui parlent ouvertement d'elles-mêmes. Pour ceux qui ont vu le dernier Matrix par exemple, c'est vraiment que ça. Ça parle de l'impact de Matrix sur la société. Voilà, et la science-fiction ne fait pas exception. Et il y a, semble-t-il, un questionnement dans le milieu sur la question de quelles œuvres encore écrire. Alors, d'après ce que j'ai compris sur ce débat, on pourrait dire en caricaturant qu'il y a un peu les nouveaux venus qui sont axés sur l'anticipation, donc un peu comme dans Valse avec les drones, c'est-à-dire des fictions qui se passent dans un futur proche
est vraiment tangible. Et puis il y en a d'autres qui seront plus détonnants de la SF, de la science-fiction romanesque. Donc ça, la SF romanesque, c'est loin et dans le temps et dans l'espace. C'est le space opéra, c'est les fondations de Asimov ou Star Wars. Voilà, et eux ils disent que même cette science-fiction qui est très loin de nous a quand même un pouvoir évocateur puissant et pourrait nous aider à comprendre des situations présentes. Voilà, alors oui, il y a aussi, ça je voulais en parler, le mouvement solarpunk et opunk, qui sont deux sous-genres de la science-fiction qui ont vu le jour il y a quelques années et qui dépeignent des utopies post-capitalistes et low-tech. Donc voilà, ce sont des petites communautés rurales avec des éoliennes et des panneaux solaires. Alors là-dessus, j'avais trouvé dans une vidéo de Blast une réaction de Alain Damasio, que vous connaissez, je pense, quand même un des plus grands auteurs de littérature d'imaginaire francophone, et qui en plus est très militant. Il s'intéresse d'ailleurs aux questions dont je suis en train de parler. Voilà, lui il dit que ça marche pas trop, le pop-punk et le solar-punk, et ça j'aurais tendance à être d'accord, parce que je pense que c'est des histoires qui se passent un peu après l'histoire principale, et que je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire une espèce d'utopie comme ça, post-capitaliste, et créer des conflits ou quelque chose de dramaturgiquement intéressant. Je pense qu'on perdrait beaucoup en fait, du pouvoir de la fiction justement, dont je parlais juste. Voilà. Et puis, oui, Damasio du coup, quand il parle de tout ça, lui il pense, question en fait, il faut pré-scénariser des moments. C'est-à-dire créer une espèce de mémoire fictionnelle qui serait axée sur la solidarité. Et de cette manière, quand on aurait acquis, enfin nous aurons acquis des manières d'agir quand le capitalisme va commencer à prendre le pouvoir. Voilà, il dit qu'il faut montrer des luttes enviables. Et ça, je trouve que c'est une position qui est vachement intéressante. Je ne suis pas d'accord avec tout sur Damasio, sur certaines positions, mais là-dessus, je pense qu'il est assez fort. Voilà, et lui, il dit que c'est presque de la responsabilité de l'auteur de science-fiction de parler de questions politiques. Voilà. Surtout qu'on a un levier particulièrement puissant qui est celui des personnages. C'est-à-dire, lui, il oppose la littérature et puis le storytelling journalistique, environnemental, classique, qui au final est assez pauvre, alors que lui, il peut offrir des personnages puissants. Voilà, j'arrive au bout. Ah oui, quelque chose que je voulais dire qui est pour moi vraiment important. Je ne dis pas du tout que la science-fiction doit devenir ce dont j'ai parlé jusqu'ici, c'est-à-dire des œuvres engagées qui respecteraient une espèce de cahier des charges militant. Moi, j'aime beaucoup la SF romanesque, par exemple. J'adore qu'il y a des trucs qui se passent vraiment dans l'espace. C'est juste que je pense que c'est important de se questionner sur ce que ces littératures véhiculent. Et voilà, moi je suis tout à fait capable de lire des histoires qui se passent sur des vaisseaux spatiaux, etc., sans avoir aucune envie que ça m'arrive, en sachant très bien que c'est une direction qui est, je pense, néfaste pour l'espèce humaine en général. Mais voilà, je peux... le lire, pour moi, c'est déjà le vivre. Et ça, c'est un peu le bon revers de la médaille de ce dont j'ai parlé jusqu'ici. Pas besoin que ça se réalise. Tu vois, comme Musk, par exemple, j'ai pas du tout besoin de vraiment aller dans l'espace, le vivre en pensée. Voilà. Et puis, pour ce qui est des œuvres d'anticipation comme Vals, qui sont quand même orientées politiquement, on peut se le dire, je pense que ça peut être intéressant qu'il y en ait plus, qui voient le jour. Peut-être pour un peu contrebalancer les écueils dont j'ai parlé jusqu'ici. Voilà, mais bon, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut. Voilà, je pense juste que c'est important de réfléchir, autant si on écrit de la science-fiction ou qu'on en lit, de réfléchir à qu'est-ce qui est véhiculé et qu'est-ce que ça raconte. D'ailleurs, c'est très stimulant intellectuellement, je trouve. Ben voilà, j'arrive au bout de tout ce que je voulais vous raconter. J'espère, je ne sais pas si ça vous a... J'espère que ça vous a intéressé. Peut-être que ça a fait résonner quelque chose. On avait prévu de faire une merci beaucoup, Jean. Avec plaisir, Roland.
Salut.